J'ai découvert ma neuroatypie à 28 ans et ça a été une révolution. Pourquoi? Parce que jusqu'à présent, je me demandais pourquoi personne ne me comprenait, pourquoi mes idées, personne ne les partageait. Et du moment où j'ai su, ça a changé mon paradigme de vie parce que je me suis dit, c'est normal que je pense différemment et c'est normal que les gens ne me comprennent pas. Et depuis ce moment-là, ça a tout changé parce que quand j'étais en entreprise, quand je disais B et que tout le monde disait A, j'arrêtais d'être surprise ou d'être choquée ou de me dire mais il voit pas le B, c'est pas possible. Je me suis dit finalement, c'est tout à fait normal que je vois B parce que mon mode de fonctionnement est divergent. Et maintenant, mon challenge, ça va être comment j'arrive à transmettre B pour que les gens qui pensent A le comprennent. Et l'étape d'après, y adhèrent. Alors la neurodiversité, c'est l'ensemble des fonctionnements neurologiques, cognitifs et comportementaux humains. Donc c'est à l'humain ce que la biodiversité est à la nature. Donc c'est l'ensemble de nos singularités humaines finalement. Et au sein de la neurodiversité, on parle beaucoup des communautés neuroatypiques, donc des minorités cognitives, qui elles ont des fonctionnements cérébraux différents et qui représentent environ 20% de la population mondiale, ce qui est beaucoup. Et en même temps, pas beaucoup puisque ça reste des minorités. Et pour les entreprises, finalement, ces personnes-là et cette diversité de fonctionnement, cette diversité neurologique, cette façon différente d'approcher les sujets, c'est une vraie richesse parce que ça permet de favoriser l'innovation, ça permet de favoriser des façons de faire qui sont différentes. Et on connaît l'adage, plus il y a de points de vue différents autour de la table, plus il y a de complexité, certes, mais plus il y a de richesse et de perspective, on va dire, d'avoir des choses qui peuvent justement accompagner l'organisation et l'aider dans son évolution. Quand je dis qu'il y a 20% de la population qui est neuroatypique, en fait, ce sont des estimations. La plupart des spécialistes s'accordent sur ce chiffre, mais il n'y a pas vraiment d'études qui prouvent de manière très scientifique cette donnée-là. Par contre, ce qu'on sait, c'est que les méthodes de diagnostic varient d'un pays à l'autre. Donc, on a en France, par exemple, les dyslexiques représentent environ 7% de la population, en Angleterre, 10%. On a aux États-Unis, par exemple, plus de 2% de la population qui est sur le spectre autistique, c'est 1% en France. Donc on voit bien que les méthodes de mesure, d'évaluation diffèrent. Il y a des particularités culturelles aussi qui impactent. Et ce qui est intéressant de savoir, c'est que quand on fait des études au sein des entreprises et qu'on demande aux collaborateurs, alors c'est beaucoup dans les pays anglo-saxons, parce qu'on a un peu plus de liberté à interroger, notamment sur la notion d'RGPD. Donc quand on leur demande « est-ce que vous vous sentez neuroatypique ?», on retombe sur ce chiffre qui est d'entre 15 et 20% des personnes qui répondent que oui, elles se sentent neuroatypiques parce qu'elles sentent qu'il y a quelque chose qui est différent chez elles, sans forcément avoir de diagnostic, mais en tout cas, elles avancent qu'elles ont une particularité sans forcément pouvoir la nommer. Parmi les neuroatypiques, on peut compter les personnes qui sont sur le spectre autistique, qui représentent environ 1% de la population. On a les personnes qui sont atteintes d'un TDAH, avec ou sans hyperactivité, donc trouble du déficit de l'attention, avec ou sans hyperactivité, comme je viens de le dire. Les personnes dyslexiques, les troubles 10, donc la dyspraxie, la dyscalculie, et les hypersensibles et les HPI. Donc ça fait une grande famille de personnes qui pensent différemment, qui ont un mode de fonctionnement différent et qui souvent ont du mal à trouver leur place en entreprise parce que justement à cause de ces différences cognitives que peu de gens comprennent. Alors, pour faciliter l'inclusion des talents singuliers dans les équipes, finalement, c'est pas si compliqué que ça. On pense que c'est énorme, mais en réalité, c'est des petites choses qui font que, d'abord, le point principal, à mon sens, c'est la formation, la sensibilisation. Parce que, comme je vous l'ai dit, 20% de la population qui est neuroatypique, ça fait 80% de personnes qui peuvent ne pas comprendre ce mode de fonctionnement et qui ont besoin d'être formées, ne serait-ce que pour l'appréhender. Donc, le point, ça, c'est un pilier important et moi, je le vis dans mes expériences, en fait. Quand les gens sont sensibilisés, derrière, ça leur rappelle « Ah tiens, dans mon équipe, je me souviens, j'avais quelqu'un qui correspondait à ces critères. Ah, ça me rappelle quelqu'un d'autre. » Donc quand ils savent, quand les gens ne savent pas, ils ne peuvent pas reconnaître et accompagner. Mais quand ils savent et qu'ils sont formés derrière et qu'ils sont confrontés à ces personnes-là, ils peuvent les accompagner efficacement. Donc la sensibilisation, c'est clé. Le deuxième point, ce sont les modalités d'adaptation de l'environnement et du poste de travail des collaborateurs. Parce qu'en fait, ces personnes, parce qu'elles pensent différemment, parce qu'elles ont des particularités cognitives, elles ont besoin d'ajustement. Par exemple, une hyperexcitabilité sensorielle pour les personnes sur le spectre autistique, ça les rend hyperacousiques et donc, du coup, les environnements de travail bruyants, elles ne peuvent pas travailler. Donc, il y a des ajustements, je les précise dans mon livre, qui permettent justement à ces collaborateurs-là de travailler dans un environnement qui est favorable. Encore une fois, ce n'est pas grand-chose, mais ce sont ces petites choses-là qui peuvent être indispensables pour favoriser le pouvoir-faire du collaborateur, sa capacité ne serait-ce qu'à travailler correctement. Et le dernier point,
c'est l'ouverture d'esprit et la capacité à accueillir une pensée divergente. Parce que ces personnes neuroatypiques, elles pensent différemment, donc elles apportent des points de vue différents, et ça peut surprendre, ça peut interpeller, ça peut déranger. Et favoriser leur inclusion, c'est aussi leur permettre de pouvoir exprimer leur point de vue, leurs idées, de façon sécurisée dans un environnement qu'elles soient en sécurité psychologique aussi pour le faire, pour justement apporter leur richesse et leur potentiel aux organisations. C'est vrai que la plupart des personnes neuroatypiques s'ignorent, la grande majorité. Donc ça rend le sujet un petit peu compliqué. Et le travail de sensibilisation, généralement, il s'adresse aux personnes qui ne sont pas atypiques, neuroatypiques, mais aussi aux collaborateurs qui peuvent se reconnaître. Et c'est la force, justement, du pilier sensibilisation-formation, le fait d'en parler et le fait d'expliquer les modes de fonctionnement et pas les étiquettes, parce que je vous ai évoqué des neurotypes tout à l'heure, mais les gens, si vous voulez, quand vous leur présentez une étiquette, ça leur dit rien, l'étiquette. Par contre, quand vous expliquez comment fonctionnent ces personnes-là, ça fait effet miroir, ils se disent « Tiens, on parle de moi là ». Voyez, et donc, ce challenge, quelque part, pour l'organisation, il peut être résolu à travers, justement, ces campagnes de sensibilisation pour parler des modes de fonctionnement, les accepter et permettre à ses collaborateurs d'oser, parce qu'il y en a beaucoup qui se cachent, croyez-moi, j'en connais beaucoup, d'oser en parler et de se dire, bah, finalement, je peux être acceptée dans ma différence et c'est pas une honte ou je vais pas être jugée. Alors, les math skills, ce sont les compétences qui font la différence. MAD, c'est l'acronyme de Make a Difference, faire la différence. Donc ce sont les compétences différenciantes, celles de l'innovation, celles qui aident l'organisation à adapter sa trajectoire par rapport à des circonstances changeantes. Donc ce sont vraiment les compétences de l'adaptation au changement. On a environ 70% des projets de transformation qui échouent aujourd'hui, notamment parce qu'on échoue à intégrer ces compétences-là dans les équipes projets. Donc c'est vraiment cette notion de math skills, elle vient apporter une donnée supplémentaire par rapport aux hard skills historiques qu'on connaît, qui sont les compétences techniques, le savoir-faire qui est très important dans une entreprise, les soft skills, elles, qui sont les compétences du lien organisationnel et du collectif et de la performance collective. Les math skills, elles viennent accompagner l'entreprise dans son évolution en adaptant la trajectoire. Et aujourd'hui, il y a une étude du World Economic Forum qui date de 2023 qui montre que les compétences les plus recherchées aujourd'hui, bien devant les compétences en IA, ce sont des compétences que sont la pensée analytique et la pensée créative, qui sont précisément des math skills. Et pourquoi? Alors, elles sont très loin devant. Plus de 50% des personnes ont répondu que c'était les compétences qu'elles souhaitaient le plus. Alors, pourquoi ces compétences-là sont recherchées? Parce que justement, la pensée analytique, c'est ce qui permet d'analyser très vite un nombre de données importantes qui viennent émerger. Le digital est source de perturbations et de changements permanents. Donc, l'analyse et puis la pensée créative, c'est celle qui vient apporter des solutions. La créativité, elle n'est pas forcément artistique. On a souvent tendance à associer la créativité, le côté artistique, pas du tout. C'est la capacité à apporter de la nouveauté. Et on peut tout à fait, et les grands chercheurs de notre histoire, et qui étaient neurotypiques comme Einstein ou Turing, ont apporté des solutions grâce à leur créativité, grâce à leur capacité à analyser d'abord et ensuite apporter des solutions face à une problématique donnée. Et les math skills, elles permettent ça. Et c'est indispensable aujourd'hui pour les entreprises pour s'adapter à des circonstances changeantes. Les math skills sont inspirés du modèle des hyperexcitabilités du psychiatre Dabrowski, qui est un psychiatre polonais du début du XXe siècle. Et en fait, elles sont au nombre de 5 et ce sont des hyperexcitabilités. Donc l'hyperexcitabilité intellectuelle, c'est la quantité d'énergie qui est posée pour chercher à comprendre. Voilà, ce sont des personnes qui vont investir énormément d'énergie pour comprendre. On associe souvent évidemment au HPI, au syndrome d'Asperger. Donc ça, c'est une forme d'hyperexcitabilité qui vraiment va apporter une puissance d'analyse très forte en un temps donné. Pour une organisation, c'est extrêmement précieux. Vous avez l'intensité créative, donc celle dont j'ai parlé précédemment, qui, elle, va apporter des idées nouvelles, de l'innovation, des solutions. C'est vraiment la capacité à faire des liens de sens et analogiques entre des problématiques différentes. Vous allez avoir l'hyperexcitabilité émotionnelle, dont on parle très peu, et qui pourtant est très importante. C'est celle qui permet de connecter et de capter les émotions des autres. Donc ça peut être très bloquant et très perturbant pour une personne. Par contre, c'est une math skills qui est très puissante quand on fait de la transformation humaine et quand on accompagne un collectif. Vous avez également l'intensité sensorielle, donc les sens exacerbés. Donc ça, c'est ce qui est un enfer pour les neuroatypiques, parce que quand on a une acuité auditive très développée, certes, on peut avoir une très belle oreille musicale,
mais être dans un environnement bruyant, un open space, c'est un vrai problème. Donc c'est une zone de talent, mais qui peut être aussi une zone d'effort quand l'environnement n'est pas adopté. Et la dernière, c'est l'hyperexcitabilité motrice. Ce sont des gens qui vont avoir besoin de bouger en permanence, qui vont avoir besoin de bouger leur corps. Souvent, les profils TDAH sont concernés, mais pas que. Et là, vous allez avoir des personnes qui vont être tout le temps dans une volonté d'agir, de se mettre en mouvement, les représentants. Il y a plein de métiers qui sont concernés. L'événementiel est concerné aussi. On aime beaucoup cette hyperexcitabilité dans l'événementiel. Et vous comprenez bien que la réactivité d'un tel profil, elle est extrêmement poussée.